Mesdames, Messieurs, je sais pas si tu appuies sur le bouton ou pas? Regarde. Mesdames, Messieurs, alors je pense que vous êtes... il y a encore quelques personnes qui arrivent, on va les laisser s'installer. Voilà, écoutez, moi je voudrais vous remercier d'être là cette fin d'après-midi, enfin c'est début d'après-midi, pardon, ce samedi après-midi, alors qu'il fait très beau aujourd'hui. Eh bien, vous êtes là réunis, un petit groupe intéressé sur les universités de la biodiversité. D'abord, je voudrais vraiment dire un grand merci à toute l'équipe d'organisation qui a permis la tenue de ces universités. C'est franchement, on peut les remercier et les applaudir. Merci pour eux. Et puis remercier les associations présentes tout au long de ces 2 journées qui ont fait un travail sensationnel de conviction, qui ont essayé de démontrer que par leur lorgnette, que ce soit sur l'océan, que ce soit par les oiseaux, que ce soit par le littoral, que ce soit par l'urbanisation et j'en passe, les zones humides aussi, et bien que la biodiversité, elle est présente parmi nous, et que la biodiversité, c'est nous, en fait. Et sans biodiversité, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et je voudrais... Merci. Chacun de ses convictions, en plus, se sont exprimées. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut préserver notre planète pour préserver notre avenir. C'est l'objectif. Et je vous propose de terminer ces universités par un débat, une conférence sur l'humanité et la biodiversité. Quelle perspective et quel avenir pour la biodiversité? Et on pourrait dire quelle perspective et l'avenir pour l'homme. Et je pense que ce sujet va être repris par nos conférenciers qui vont être là, par Rémi Letroux qui va animer cette table ronde, avec Monsieur Trifieletti de la région Nouvelle-Aquitaine qui est avec nous. Oui, Stéphane Trifieletti, pardon, et Nicolas Serug de l'ARB, Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Je les remercie vraiment de leur présence. Donc voilà, je vais, pour lancer cette conférence de clôture, vous adresser passer un petit film adressé par l'association Humanité et Biodiversité. Sandrine Bélier devait être parmi nous, elle n'a pas pu se joindre à nous pour questions personnelles. Eh bien, écoutez, son président, Bernard Chevassus, a tenu à s'exprimer devant vous. Et voilà, ce que je craignais arrive. Je n'ai pas le son. Ah, ça c'est incroyable. Je m'en doutais. Si. Ah voilà, c'est ça. Pour cette biodiversité. En effet, je pense que nous sommes vraiment aujourd'hui à une croisée des chemins. Non, t'as mis en pause. Yes. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier Madame la députée Frédérique Tusnel de cette initiative, de ces universités de la biodiversité. J'espère que tous les participants vont repartir avec plein d'enthousiasme et plein d'idées pour agir pour cette biodiversité. En effet, je pense que nous sommes vraiment aujourd'hui à une croisée des chemins. Bien, nous considérons que cette biodiversité, c'est bien sûr un patrimoine, une histoire, et nous essayons de la protéger là où elle est encore abondante. Ou bien, effectivement, nous sommes persuadés que c'est un atout pour l'avenir, pour l'ensemble de notre société. Et dans ce cas-là, il faut effectivement avoir des stratégies volontaires, offensives, de reconquête et sur l'ensemble du territoire. Et ces stratégies offensives, comme on dit chez les pompiers, eh bien, il faut attaquer la base des flammes. C'est-à-dire quels sont les facteurs qui aujourd'hui, regardons-les froidement, regardons de la biodiversité, on y trouve non seulement l'artificialisation, mais tous les changements d'usage des sols, on y trouve la pollution chimique des sols, de l'eau, de l'air, et en particulier tous les produits pesticides. Et c'est définitivement ces facteurs qu'il faut analyser pour voir comment les acteurs concernés peuvent justement arriver à se passer de ces facteurs, au même titre qu'on veut
décarboner l'économie, il faut peut-être apprendre à déchimiquer d'une certaine manière l'agriculture, et ça je crois que c'est vraiment un travail important. Et c'est bien l'objectif du plan biodiversité qui va notamment identifier ces facteurs, et je pense que nous aurons tous à prendre notre part de responsabilité. Je voudrais signaler quand même qu'effectivement il faut faire attention à deux choses. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'on exporte vers d'autres pays des facteurs d'érosion de leur propre biodiversité, c'est-à-dire que nous avons une responsabilité de regarder ce que nous pouvons exporter d'éléments non durables. Et le deuxième, c'est que même au sein de notre pays, il peut y avoir des inégalités environnementales, que l'accès à la biodiversité est inégalement réparti, que la création d'espaces protégés parfois bénéficie à certaines personnes moins qu'à d'autres, et que cette question effectivement de la solidarité affecte l'ensemble des citoyens. Notre association Humanité et Biodiversité, son titre montre bien cette préoccupation. Et puis pour conclure, je voudrais citer l'exemple des agences de l'eau pour dire que quand on veut, on peut. Depuis 40 ans et un peu plus, les agences de l'eau, avec des moyens conséquents, travaillent pour la qualité de l'eau. Un résultat, en Seine-Normandie, 1960, 3 espèces de poissons, aujourd'hui plus de 30, donc ça veut dire qu'on peut quand on a des politiques, et pour reprendre cette expression bien connue, yes we can, oui on peut, et ça c'est le message que je voudrais donner avant que vous repartiez de ces universités et de diversité. Donc j'invite Rémi Lettraux à prendre la suite et à donner notre conférence. Peut-être que nos amis peuvent nous rejoindre. Si tu veux, d'accord, d'accord. Bien. Donc, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, un mot liminaire. Je voudrais évidemment remercier Madame la députée. Merci, chère Frédéric. Je remercie à un double titre. D'abord, d'avoir fait l'honneur de me demander une modeste contribution cet après-midi. Et puis ensuite, merci de provoquer cette réflexion très générale sur 2 jours à Rochefort autour d'un sujet qui, je vais essayer de voir, je vais essayer de vous montrer cet après-midi, est non seulement essentiel pour nous, mais est vraiment, on va dire, à la croisée des chemins de la pensée contemporaine. Alors, la commande qu'on va passer cet après-midi, finalement, c'était, après une journée et demie de réflexion technique dans des ateliers très intéressants, non pas de prendre de la hauteur, parce que je ne suis pas sûr que la philosophie soit au-dessus du reste, mais plutôt, on va dire, d'élargir le propos, c'est-à-dire que ce que je vais essayer modestement de faire cet après-midi, c'est de resituer les questions qui nous ont intéressés pendant 2 jours ici, on va dire dans une tendance, dans une évolution de la pensée, et vous voyez que le titre que j'ai proposé à cette conférence, qui je l'espère ne sera pas trop long, c'est « Penser contre la modernité, éloge de la biodiversité ». C'est-à-dire que mon ambition est très claire, je vais essayer de vous montrer que donner sa place à la biodiversité va nous impliquer, tous autant que nous sommes sur cette planète, de en quelque sorte faire le deuil d'une pensée qui s'est ouverte il y a maintenant presque 3 siècles, 4 siècles. Évidemment, pour les j'en tire, le but étant d'en tirer quelques réflexions, on pourrait dire, éthiques, morales et bien évidemment politiques. Alors évidemment, je voudrais placer mon propos, puisque depuis 2 jours nous parlons de sciences de la nature et qu'il s'agit d'université, c'est le nom, eh bien je voudrais placer mon propos sous le haut patronage de Darwin. Darwin, je ferai l'affront de le présenter à personne ici, qui est finalement le découvreur de la théorie de l'évolution des espèces, dans son fameux ouvrage de 1859 de l'origine des espèces. Et pourquoi je me place sous le haut patronage de Darwin? Parce que, comme vous le savez, il a été le premier à montrer que finalement, on ne pouvait pas penser l'homme en dehors de la nature, d'où il est issu. Et c'est même lui qui est le premier à montrer donc, que la nature est un foisonnement
dans lequel se sont construites progressivement toutes les espèces du vivant, et finalement, ce qu'a montré Darwin, c'est que ce foisonnement incroyable est lié au milieu, aux variations climatiques. Autrement dit, la pensée qu'affirme Darwin, c'est qu'on ne peut pas penser les espèces séparément de leur milieu, on ne peut pas penser l'homme séparément de l'ensemble des autres espèces, et on ne peut pas penser cet ensemble si on ne réfléchit pas plus globalement sur l'évolution de la Terre. Bref, ce que Darwin nous a montré, c'est que tout ce qui vous entoure s'est construit progressivement dans un équilibre de plus en plus abouti, et que finalement tout ce que nous voyons aujourd'hui, animaux, terre, milieu, mais même l'homme, finalement, tout cela forme un système. Et donc Darwin, c'est le premier qui a compris que notre Terre était un système complexe, dans lequel tous les éléments se relient. Bref, il est le premier à avoir pensé ce que vous pourrait appeler aujourd'hui une biodiversité, c'est-à-dire un étrange amalgame d'espèces différentes, toutes liées entre elles par des liens absolument nécessaires. Et même, ce qui est amusant, c'est que cette pensée est venue à Darwin, alors que Darwin ne savait même pas tout de notre diversité. Il ignorait, par exemple, à son époque, à quel point, même au sein de notre corps, par exemple dans notre estomac, vivent aussi des êtres unicellulaires en un très très grand nombre, finalement, avec lesquels nous sommes en symbiose. Et aujourd'hui, finalement, la pensée de Darwin n'a cessé de s'accroître et même à descendre au cœur même de notre vivant, au cœur même de l'homme. J'espère que vous êtes en symbiose avec votre estomac. Donc, du coup, Darwin, alors je vous ai mis là le fameux arbre de la vie, on l'imagine aujourd'hui à partir des propos de Darwin. Donc, mais finalement, en affirmant donc cette unité du système, Darwin il a replacé aussi l'homme au sein de la nature, et c'est ça qui est intéressant. Il a tenté, il a essayé finalement de cesser d'en faire un être séparé, et il a voulu montrer dans ses textes que l'homme ne pouvait pas être dissocié finalement de la nature qui l'environnait. Et comme vous le savez, cette pensée de Darwin, finalement, nous ne nous en sommes jamais complètement remis. Il y a un texte de Sigmund Freud, le grand psychanalyste, qui s'appelle « Une difficulté de la psychanalyse ». Et Freud, dans ce texte, parle des blessures narcissiques de l'humanité, c'est-à-dire des moments où l'humanité s'est sentie profondément blessée dans sa fierté, parce que justement des théories ou des idées philosophiques mettaient à mal cette conception de l'homme, que l'homme se faisait lui-même. Et Freud cite parmi les trois grandes blessures narcissiques de l'humanité, la première, on y reviendra, vous en doutez, c'est Galilée, mais la deuxième, nous dit-il, eh bien c'est justement Darwin, parce que Darwin, pour la première fois, nous dit que nous ne sommes pas finalement si différents que cela de la nature, et que nous sommes même finalement inclus dans cette nature. Donc Darwin a mis fin à cette idée que l'homme est à part, une idée que pourtant, comme vous le savez, la pensée chrétienne, la Bible chrétienne défendait depuis très longtemps, et d'ailleurs, signe que les temps changent, même la pensée chrétienne aujourd'hui est en train d'évoluer. Si vous avez lu la dernière encyclique du pape François, l'encyclique Laudato Si, si vous la lisez, vous verrez que le pape François a modifié complètement la vision chrétienne aujourd'hui justement de la question du rapport de l'homme à l'humanité, et du rapport de l'homme à la nature, et effectivement la pensée darwinienne finalement est en train même de convaincre l'Église elle-même, ce qui peut sembler un paradoxe. Donc finalement ce que critiquait en creux la pensée de Darwin, c'était cette idée de la modernité. Alors je dis de la modernité parce que c'est comme ça qu'on a caractérisé l'époque à laquelle elle est née. Et cette époque, c'est celle qui a commencé avec Bacon, Francis Bacon, pas le peintre, le philosophe, en Angleterre, et puis surtout Galilée, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et cette pensée moderne, comment est-ce qu'elle se caractérise? Eh bien, elle pense le monde en disant la connaissance que l'homme a du monde est un pouvoir. La formule de Bacon, qui a souvent été reprise, c'est « knowledge is power ». Et ainsi, l'homme, depuis la pensée moderne, dit « par notre connaissance, nous avons un pouvoir, et surtout, nous allons pouvoir le rendre comme maître et possesseur de la nature ». Ça, cette formule-là, elle est d'un philosophe qui descend de Galilée, c'est Descartes. C'est Descartes qui écrit dans le discours de la méthode « Nous pouvons désormais, par notre force de pensée, nous rendre comme maître et possesseur de la nature ». Pourtant, ou plutôt, je vous disais, à l'époque de Darwin, on commence à se rendre compte effectivement on commence à critiquer la pensée moderne. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé en travaillant pour cet après-midi une citation fort étonnante, une citation d'un écrivain
contemporain de Darwin, qui d'ailleurs est en concurrence dans l'histoire des sciences pour savoir qui de lui ou de Darwin a le premier pensé le concept d'évolution. Il s'appelle Patrick Matthew, et donc c'est un contemporain de Darwin, et déjà il écrivait, je vous ai mis la citation, il disait « C'est seulement aujourd'hui, donc aujourd'hui vous le voyez à la fin du XIXe siècle, c'est seulement aujourd'hui que l'homme a commencé à prouver à quel point la formule « la connaissance est un pouvoir », « knowledge is power », la formule de Bacon, il dit « C'est seulement aujourd'hui donc que l'homme a commencé à prouver à quel point cette formule j'ai fait sauter un passage de la citation. Non, approuver, finalement, oui, c'est ça. Approuver, la formule, la connaissance est un pouvoir. Je vous ai mis une vitesse. C'est seulement aujourd'hui que l'homme a commencé à prouver la formule, la connaissance est un pouvoir. L'humanité a désormais acquis une telle domination sur le monde matériel et un tel pouvoir d'augmenter en nombre qu'il est probable qu'elle envahira toute la surface de la Terre jusqu'à l'annihilation de chacune des belles et merveilleuses variétés d'êtres animaux, à l'exception des animaux et des plantes que nous aurons conservés dans nos fermes et nos jardins zoologiques et botaniques. On est à la fin du 19e, et vous voyez que finalement, un contemporain de Darwin et quelqu'un qui travaille avec lui commence déjà à faire une prédiction absolument épouvantable. C'est cette pensée-là que je vais critiquer cet après-midi, c'est-à-dire cette pensée d'un homme extérieur au vivant et qui lui impose son pouvoir. Et c'est cette pensée que critique Darwin en rappelant l'origine et le lien intime de l'homme et de la nature. Pourtant, comme vous le savez, la conséquence de la théorie de Darwin, ce ne sera pas une conséquence écologique, on le voit bien aujourd'hui, si nous sommes là pour parler finalement de problème de biodiversité, c'est que personne finalement n'a entendu le fond du message de Darwin. La seule conséquence de la pensée de Darwin, ce sera de convaincre les scientifiques que désormais, puisque l'homme est un animal, eh bien, on peut en percer les mystères, et que donc par la science, on peut désormais s'approprier l'homme, lui aussi. Et donc, comme vous le savez, cette pensée technique et scientifique, on en voit aujourd'hui la finalité dans cette conclusion effroyable qu'on appelle le transhumanisme, dont je dirai un mot tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, Darwin a plus provoqué le transhumanisme que la prise de conscience écologique. Alors à quoi justement la pensée de Darwin prétendait-elle mettre fin ou plutôt à quoi est-ce qu'elle s'oppose? Si nous voulons comprendre, il faut effectivement comprendre ce qu'on entend derrière ce mot de biodiversité, et notamment cette idée de diversité. La biodiversité s'oppose d'abord à l'idée de ressemblance. La critique que nous faisons ici, c'est la ressemblance de quoi? Eh bien finalement, d'un homme qui pense encore être le seul au monde. Vous savez que la Bible nous dit que nous avons été créés finalement après les animaux, le 6e jour, et que nous avons été créés au-delà de cela à la ressemblance de Dieu le Créateur. Et comme vous savez, en plus de cela, Dieu nous a donné, ou plutôt nous avons confisqué à Dieu la connaissance, nous avons mangé la pomme, ce qui nous a donné un pouvoir infini sur les choses et sur les bêtes. Donc première idée, penser la biodiversité, c'est quelque part penser contre cette idée d'un homme seul et exceptionnel à la ressemblance de Dieu. Dès lors, l'idée de diversité s'oppose aussi à l'idée d'une uniformité. Diversité, uniformité. Parce que depuis que l'homme prétend connaître le monde, qu'est-ce qu'il a fait si ce n'est unifier toutes les choses sous une seule catégorie, celle finalement de biens à disposition, donc directement consommables. Je vous ai mis là par exemple une carte qu'on trouve, voilà une carte de géographie, et vous voyez comment on considère aujourd'hui la géographie. Voilà l'Afrique, vous ne voyez peut-être pas, mais en gros, pétrole, or, diamant, tantal, sel, graphite, cobalt, aluminium, oxyde, bois, uranium, minerai de fer, basalte, phosphate, charbon, etc. Notre paysage n'est rien d'autre que finalement source de biens à disposition du consommateur. Et enfin, la diversité s'oppose à l'idée d'un homme seul, extérieur au monde, et le dominant par sa connaissance de cette nature. Donc, l'homme occidental refuse de voir son inclusion dans la nature. Et ce qu'il faut se dire, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Notamment, si on revient chez les peuples premiers, on s'en souvient, les peuples animistes, par exemple, vivaient en osmose avec le lieu où ils habitent. Pendant très longtemps, ce fut le cas de notre civilisation, et même les langues, les premières langues, qui étaient, par exemple, les premières cultures et les premières langues qui étaient pratiquées par ces peuples, étaient des langues dans lesquelles se manifestait encore l'ancrage finalement avec le monde de la vie végétale et de la vie animale. Je me rappelle une conférence entendue ici par un rochefortais célèbre qui s'appelle Claude Marga, qui un jour expliquait comment l'écriture chinoise, les Chinois, vous savez, ils racontent l'origine de leur écriture en disant que l'écriture chinoise, disent-ils, c'est les traces que les oiseaux laissent quand ils marchent dans le sol. Voilà.
Il y a quelque chose, vous voyez, qui ne nous habite plus, et qui habitait les peuples premiers, cette idée que finalement notre langue est bruissement, qu'elle est blanche, et qu'elle est en contact avec la nature. Et les premiers peuples, les peuples premiers justement, ils appréhendaient le monde, non pas de l'extérieur comme nous le faisons, mais finalement en se racontant et en se rattachant au lieu sacré qu'ils habitaient, en considérant la nature comme ce lieu justement dans lequel il y avait le plus sacré des sacrés. Justement, qu'est-il arrivé à l'homme occidental? Eh bien, un processus étonnant qu'aujourd'hui on appelle en philosophie l'exosomatisation. Exo en grec extérieur, somatisation, ajouter, faire la somme. Qu'est-ce que c'est que l'exosomatisation? Je vous en ai mis la définition. C'est ce processus par lequel l'homme incorpore des éléments divers dans son corps biologique et dans le corps social. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et ça a commencé il y a fort longtemps. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'exosomatisation? Il y a des étapes extraordinaires. La première étape, l'apparition du langage articulé. Quand nous avons commencé à parler, nous avons déjà commencé à nous distinguer du monde, puisque nous avons ouvert un monde de significations, et que ces significations, finalement, n'étaient déjà plus le monde lui-même. Alors même si les premières langues, comme je viens de vous dire, restaient encore liées à la nature, dans ce bruit, dans ce mouvement qui rappelait les animaux, qui rappelait effectivement la nature, déjà, il y avait déjà comme un processus d'abstraction. Mais bien sûr, ça s'est complexifié avec l'apparition notamment de l'alphabet consonantique. Et ça, c'est le monde grec à qui nous devons cet héritage, pour ce qui nous concerne. Et pourquoi est-ce que l'alphabet consonantique a tout changé? Parce que justement, pour la première fois, toutes les lettres, tous les mots sont complètement indépendants du contexte dans lequel on le prononce. Avant l'alphabet consonantique, il y avait des lettres qui n'existaient pas. Par exemple, le T, le SE, vous voyez, qui normalement ne peuvent pas être décrits en dehors d'une prononciation. T, normalement c'est T, vous voyez, ça se prononce. Et pourtant l'alphabet consonantique tout d'un coup isole la lettre sous la forme d'un graphisme et dit on peut tout isoler. Tout peut être isolé et l'homme peut tout écrire, tout mettre à distance de soi. Ceci a eu un rôle extrêmement important parce que ça veut dire qu'on a commencé à arracher les choses finalement du flux du récit. Et l'homme a commencé à se dire qu'on pouvait poser les choses indépendamment de soi, indépendamment de la nature d'où elle venait. On pouvait les mettre devant soi et on pouvait commencer à réfléchir sur les relations qu'il y avait entre ces choses. C'est donc comme ça qu'on a inventé, que les Grecs ont inventé l'idée de loi, au grec nomos, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des rapports entre les choses qu'on peut regarder de l'extérieur et commencer à décrire. Cette invention de la loi, c'est ce qui a permis l'invention de la science. On a commencé à dire, mais s'il y a des lois, on peut peut-être les comprendre. Et c'est aussi ce qui a permis l'invention de la philosophie grecque, puisque la philosophie est née de cette idée de comment penser les lois, que faire des lois, et quoi en faire. Évidemment, ceci n'est rien, et on le verra tout à l'heure, la vraie rupture, elle s'est produite quand, à la suite de cette longue évolution, il y a eu une extériorisation de nos capacités de calcul, ça c'est le XVIIe siècle, et c'est là que s'est vraiment produite la grande accélération, et puis au final, l'accélération ultime, le XXe siècle, parce que tout d'un coup, le numérique et surtout la robotisation aujourd'hui accélère ce processus qu'on appelle l'exosomatisation. Aujourd'hui, tout est hors de nous, et finalement, nous avons l'impression que du coup, nous pouvons tout regarder hors de nous, tout comprendre hors de nous, et tout maîtriser hors de nous. Avec la modernité occidentale, le monde n'est donc plus finalement ce qui se contemple, mais ce qui se transforme. Et du fait de cette exosomatisation, la rupture s'est faite complètement avec les peuples premiers et l'idée qu'on avait d'une continuité du vivant. Avant la modernité, nous vivions finalement dans ce qu'on appelait un cosmos harmonieux dans lequel tous les êtres étaient en relation. On pensait que finalement le mouvement des planètes avait une influence sur le mouvement des arbres, qu'il y avait une influence sur le mouvement des animaux, qu'il y avait toutes ces tentatives astrologiques, etc., pour capter ce mouvement global. Avec le monde moderne, finalement, il n'est plus question de regarder tout cela, il est question de le placer devant nous et de le transformer. Et vous voyez, je vous ai mis la citation du fameux Francis Bacon dont je vous parlais tout à l'heure, qui véritablement est l'homme qui a ouvert la modernité, et qui écrit « Vaincre et contraindre la banne adversaire par la discussion », donc vous retrouvez l'importance de la parole, ici, la nature par le travail. Donc cette idée de Bacon de dire l'homme va pouvoir se rendre complètement maître de la nature par un travail qui est d'abord un travail intellectuel. Les deux agents les plus actifs de la pensée moderne, j'y reviens un instant, Galilée, j'ai mis les dates 1564-1642 pour ceux qui
connaît très mal Galilée. Galilée est à l'origine de ce qu'on appelle l'homogénéisation du réel. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a homogénéisé le réel? Eh bien justement, c'est lui qui tire les conséquences de ce que j'ai écrit tout à l'heure sur le règne de la loi. Galilée, c'est celui qui nous dit « tout relève de la même loi et de la même mesure ». Il y a cette formule très célèbre de Galilée, vous savez, il a dit « le monde est écrit comme en un langage mathématique ». Donc, en gros, Galilée nous dit « toutes les choses qui sont en nous peuvent être appréhendées par un esprit intelligent, et dès lors, nous pouvons tout comprendre du monde extérieur à nous, et du coup, tout le maîtriser complètement ». Et du coup, chez Galilée, finalement, les lois qu'il pense sont des lois abstraites, ce sont des lois mathématiques. C'est-à-dire c'est des lois dans lesquelles on peut enlever l'objet. Donc peu importe que ce soit un oiseau, un cheval, une pierre ou une tour de Pise, c'est la même loi qui s'applique à ces quatre corps. Et donc un processus d'abstraction complet qui nous fait perdre finalement le réel de lui. Et même, ce que détruit définitivement Galilée, c'est l'idée effectivement de hiérarchie cosmique. Les théories de Galilée, comme vous le savez, ont contribué à fonder ce qu'on appelle l'astronomie moderne. Mais finalement, ce que dit Galilée, c'est qu'il n'y a plus de différence entre comprendre ce qui se passe sur la Terre et comprendre ce qui se passe dans le ciel. Tout est uniforme, tout est mathématique. Il n'y a donc plus, finalement, de cosmos dans lequel nous serions intégrés. D'un point de vue politique, la modernité et la traduction politique, nous la devons à Hobbes, le grand penseur politique anglais du XVIe siècle, début du XVIIe. Vous connaissez peut-être Hobbes, c'est à lui que nous devons notre République. Dans son texte Le Léviathan, dont j'ai reproduit la couverture à droite. Le Léviathan, qui, entre nous en passant, je ne sais pas si vous le savez, est un monstre sanguinaire. Hobbes a imaginé la République comme un monstre sanguinaire. Et pourquoi? Parce que justement, comme vous le savez, Hobbes se part d'une idée simple, il décrit l'état de nature. L'état de nature, c'est le nom qui les donne, comme finalement l'endroit le plus terrible qui soit, un endroit où rien n'a de sens, où tout est violence, avant la construction de l'état humain. Alors ça, une pensée comme celle de Hobbes aurait sans doute paru incroyable à des peuples premiers. L'idée que finalement l'état de nature n'est rien d'autre qu'un chaos et un affrontement perpétuel, et que rien n'a de sens avant que l'homme y mette sa main, c'est quelque chose qui finalement marque véritablement une rupture. Et vous savez comment finalement Hobbes répond à ce chaos et à cet état de nature par sa fameuse théorie du contrat. Or, la théorie du contrat politique, elle dit tous les hommes sont égaux. Elle dit surtout, le plus faible peut tuer le plus fort. Et donc il n'y a plus aucune hiérarchie naturelle. Là aussi, ce que pose Hobbes, c'est l'idée que partout, il y a des lois homogènes, et c'est elles qui doivent constituer la société humaine. Et ces lois de la société, nous dit Hobbes, doivent être aussi simples que les lois de la physique. En conséquence de quoi, ce que nous dit Hobbes, c'est que finalement, il n'y a plus de finalité commune. Il n'y a plus d'objectif commun au monde entier. Le seul lien qui reste, c'est le contrat affide que les individus passent entre eux et qui construit la société. La conséquence, c'est la construction d'une liberté négative. Notre liberté, encore aujourd'hui, est ce qu'on appellera une liberté négative. C'est-à-dire que Hobbes nous dit que tous les hommes sont égaux face à la crainte de la mort, et finalement, l'égalité que nous avons à reconquérir, c'est une égalité de défiance par rapport à notre voisin. Le rôle de la République, le rôle de l'État, le dit Platon, c'est justement de nous protéger du voisin, de nous protéger des autres. La conséquence de cette conception de Hobbes, c'est une conception du droit qui se résume à une formule qui dit « pas d'entrave », liberté négative, pas d'entrave. C'est ça notre liberté, pas d'entrave. Et c'est de cette formule qu'est né le libéralisme actuel dans lequel nous vivons, qui dit « pas d'entrave », aucune forme de limite, aucune forme d'entrave. Alors le mélange de ces deux idéologies, Galilée et Hobbes, eh bien c'est vraiment ce qu'on appelle la modernité, et vous voyez, ça a donné naissance à cette nouvelle religion de l'homme, qui dit que l'homme est la créature la plus parfaite, la plus superbe, et celle qui peut se rendre comme maître et possesseur de la nature, la fameuse formule de Descartes. L'individu, parce que c'est d'un individu dont il s'agit de parler désormais, a main sur toutes les choses, et possède finalement comme seul infini désormais quoi? Eh bien, la croissance et la consommation. Et là où finalement, ce qu'on appelle la spiritualité, qui est une force de l'homme, devrait nous conduire en dehors de notre condition, en dehors de l'homme lui-même, vers des infinis, vers l'espace, vers Dieu peut-être. Aujourd'hui, notre seule spiritualité qui nous reste de cette modernité, c'est justement une spiritualité de production et de consommation, la conséquence de maître et possesseur de la nature. Voilà, j'ai mis ici le philosophe Baudrillard, la société de consommation. Nous n'existons plus que dans une spiritualité qui se résume
à la consommation. Alors, les conséquences de cette modernité, eh bien, les conséquences de cet état de fait, nous les connaissons aujourd'hui, elles se nomment dans un concept ambigu, problématique, qu'on appelle anthropocène. Alors, le terme d'anthropocène, pour ceux qui l'ignorent, est formé, donc c'est un terme qui est très ambigu. Alors, il a été ressorti du placard dans les années 90, en 93. En fait, c'est un terme très ancien, on en a déjà mention chez Teilhard de Chardin, etc. On en a des mentions chez Bergson également. C'est cette idée, que, vous savez, notre Terre se serait produite selon une série d'ères géologiques, et l'anthropocène serait la dernière ère géologique dans laquelle nous sommes. Alors c'est un mot étonnant parce que anthropos, en grec, c'est l'homme, et cène, ça veut dire c'est kainos, ça veut dire la première. C'est au sens géologique, c'est-à-dire que nous serons pour la première fois dans une ère qui est commandée par l'homme. Autrement dit, avant cet anthropocène, la nature, la planète, se transformait au gré de la planète, des transformations géologiques, des transformations biologiques. Désormais, ce serait l'homme, vous voyez le lien avec cette idée de la modernité, ce serait l'homme qui transformerait la planète, lui imposerait sa main et modifierait. Cet anthropocène, on dit aussi que c'est l'âge de l'homme. Et elle correspond du coup à cette époque où la main de l'homme est capable de déséquilibrer radicalement notre planète. Alors c'est un terme ambigu, je vous l'ai dit, parce qu'il est encore discuté. Le Congrès national de géologie l'a refusé en disant que les preuves n'étaient pas encore assez évidentes. Mais c'est tout de même un terme qui se diffuse. Et je vais par quelques chiffres quand même vous montrer que les preuves ne sont peut-être pas évidentes, à mon avis, de trop de lumière. La question c'est, est-ce qu'on peut vraiment parler d'anthropocène dans la mesure où ce n'est pas l'homme en général le responsable, mais à la limite une minorité d'hommes, agissant depuis très peu de temps, et où c'est peut-être aussi un système, le capitalisme, qui est responsable de tout ça. Mais en tout cas, on ne peut pas le nier, parce que l'anthropocène, c'est quand même un système mis en place par les hommes et qui va toucher tous les hommes. Et il s'appuie sur des changements de mentalité qui s'opèrent aujourd'hui à l'échelle planétaire, c'est la fameuse mondialisation. L'anthropocène, certains les font remonter à l'apparition de l'homme. On va voir que dans les chiffres, en fait, c'est à peu près faux. La vraie anthropocène, elle s'est mise en route dans les années 50, parce que c'est depuis les années 50 de notre ère, 1950, que nous affectons le système Terre de façon massive. Nous sommes en train de déclencher des dynamiques de long cours que nous ne pouvons que partiellement connaître et auxquelles nous avons la plus grande peine à résister. Alors justement, on parle de système Terre en disant que l'homme est devenu une force. Vous voyez, on dit l'anthropocène, comme si l'homme était devenu capable de contrôler la Terre. En fait, on se rend compte, en fait, nous ne le comprenons absolument pas, que nous ne le maîtrisons pas. Alors c'est ça le paradoxe de l'anthropocène, c'est de dire c'est l'homme qui a la main, mais en fait une main à laquelle il ne comprend absolument pas. Pour la première fois, il a la main, mais sa main est déconnectée de son cerveau. Et notamment parce qu'on s'est rendu compte que les effets que l'homme produisait et pensait maîtriser ont des conséquences massives et lointaines. Par exemple, on est en train de se rendre compte que la fonte des grandes masses glaciaires au Groenland, par exemple, interagit en fait avec la tectonique des plaques, parce qu'en soulageant la masse qui porte sur ces îlots de terre, ça agit avec le système magmatique, et du coup, ça produit des activités volcaniques qui produisent plus loin des effets incontrôlables et qu'on ne pensait absolument pas possible. Alors, je vous ai donné quelques exemples de ce qu'on appelle l'anthropocène. Par exemple, des origines de l'homme à 1950, l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère était de quelques ppm. C'est-à-dire que sur une période qui va en gros de 800 000 ans, invention de l'homme, à 1950, on a pris quelques, alors quand je dis quelques, c'est quelques ppm, c'est parti pour 1000. Donc on a pris en gros, on pense entre 4 ou 5 ppm sur cette période-là. Alors que finalement, aujourd'hui, la croissance est de 3 ppm par an. Voilà pourquoi, vous le savez. La population des vertébrés, en baisse de 58% depuis 1970. On a aujourd'hui une disparition de 50% des vertébrés sauvages depuis la même époque. 75% des populations d'insectes volants ont disparu en Europe en moins de 30 ans. Je vous ai mis à droite une carte sur l'érosion générale de la biodiversité avec vous voyez, des grands foyers effectivement de disparition, et on voit que le nord de l'Amérique du Sud est le plus catastrophique avec l'Océanie, avec l'arc du Sud de l'Asie. Les catastrophes naturelles.
En 1980, 3 milliards de dollars par an. 20 milliards en 2011. Sur la seule année 2011. En 2017, le cyclone Harvey, 200 milliards à lui tout seul. Le cyclone Irma dans les Antilles a pour la première fois produit des rafales de vent de 379 km/h, c'est-à-dire l'équivalent du souffle de l'explosion d'une bombe au TNT. Ce qu'on n'avait jamais vu. L'Arctique, comme vous le savez, connaît pour la deuxième année une hausse des températures de 20 degrés par rapport au normal saisonnier. L'artificialisation de la surface de la Terre, 83% des surfaces émergées conquises par l'homme, 90% de la photosynthèse sous influence anthropique. Donc il n'y a plus vraiment de forêt libre. Nous avons complètement transformé notre hydrosphère, c'est-à-dire que le cycle des eaux est complètement transformé. La teneur en carbone et azote de l'atmosphère est de 2,5 fois supérieure à ce qu'elle devrait être. Pardon, je me trompe. Je vous parle ici de la pédosphère. Nous sommes en train de produire un quasi-épuisement de la pédosphère sur 100 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains ont vu les reportages sur les vers de terre, etc., mais ça va beaucoup plus profond, jusqu'à 100 mètres de profondeur, l'impact de l'homme sur les atmosphère. Chaque année, nous extrayons 70 milliards de tonnes de matières diverses du sol. Les chiffres sont absolument délirants. Alors, je vous disais, on a transformé l'hydrosphère, mais surtout, la teneur en azote, et j'ai mis 2 fois, carbone, de l'atmosphère, est 2,5 fois supérieure à ce qu'elle devrait être en l'absence de l'homme. Et surtout, on se rend compte aujourd'hui, par exemple, il y a 2 marqueurs qui sont très intéressants, c'est les diatomées, qui sont des microalgues monocellulaires, qu'on trouve dans ce qu'on appelle les lactes sentinelles, qui sont présents dans les zones de montagne, par exemple en Suisse. Les diatomées, par exemple, sont de plus en plus présents et pareil, on trouve de plus en plus dans les hautes atmosphères finalement des particules sphéroïdes de carbone. Alors pourquoi ces 2 marqueurs sont très intéressants? Parce qu'en fait, ces 2 pullulements ne viennent pas directement d'un projet intentionnel de l'homme et même pas des pollutions directes. En fait, il s'agit de 2 pollutions qui sont produites par rétroactivité sur le système naturel. C'est-à-dire que c'est des pollutions humaines qui interagissent avec le système naturel et qui produisent des nouveaux corps qui n'étaient absolument pas attendus. C'est-à-dire que les diatomées, ce n'est pas nous qui les avons créés, c'est le système qui est en train de les créer contre, finalement, les pollutions que nous faisons. Et pareil avec les particules sphéroïdes de carbone, c'est les rejets industriels, les pollutions des voitures qui sont en train de générer ça dans la haute atmosphère. Il y a aussi, on l'oublie, finalement, une inertie du système, qui nous fait dire que si jamais il y avait une hausse de 3 degrés avant la fin du XXIe siècle, alors hausse de 3 degrés par rapport à 1880, ça signifierait, avec le fait de l'inertie, ça signifierait qu'il y aurait 2 degrés complémentaires durant le siècle prochain, ce qui veut dire qu'au total, en fait, on aurait une augmentation moyenne de 5 degrés. Donc, si on augmente de 3, le résultat, c'est 5. Voilà. Donc il n'y a pas que ce que nous faisons, il y a aussi ce que ça induit. Et avec cette hausse, on sortirait du tunnel des variations moyennes auxquelles la vie s'est adaptée depuis 2,6 millions d'années. Jamais la planète n'a connu une telle température. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, si la température augmente de 3,7 degrés, ça veut dire qu'on aura des vagues de chaleur de 50 à 55 degrés sur la France. Ça, c'est les climatologues qui le disent, c'est pas moi, évidemment. Une hausse de 2 degrés provoquerait une montée des mers de 4 à 5 mètres sur le siècle prochain. Bon. Autrement dit, vous voyez, l'expansion exosomatique de notre espèce a finalement connu une prolifération telle qu'elle affecte radicalement le système qui l'accueille. Et il en résulte, vous voyez, une altération des conditions même d'habitabilité sur la Terre. Et on peut se demander d'ailleurs si le chaos géopolitique que nous commençons à voir, et je vous rappelle que il y a 2 ans en arrière, pour la première fois, il y a eu plus de migrants liés aux questions climatiques qu'aux questions économiques. Donc on peut se demander si le chaos géopolitique que nous sommes en train de voir s'étendre, finalement, n'est pas le début de cette dynamique d'effondrement. Autrement dit, vous l'avez compris par ce discours que je ne qualifierais pas d'alarmiste, c'est simplement des chiffres. Eh bien, nous sommes en train de voir que nous arrivons aux limites, vous en doutez bien, de cette anthropocène. Le philosophe Bruno Latour rappelle qu'il y a une dissymétrie totale entre la Terre et nous. Pourquoi? Parce que si nous habitons sur la Terre, la Terre se moque des modifications que nous lui faisons subir.
alors que pas nous. Parce que nous disparaîtrons là où la Terre, elle, continuera sa course. Ce que nous montre aujourd'hui l'Anthropocène, c'est que finalement, pendant des siècles, nous avons cru que nous maîtrisions la situation du dehors. En fait, nous sommes en train de comprendre que nous n'avons rien compris, que nous maîtrisons strictement plus rien. Nous sommes en train finalement de modifier un théâtre dans lequel l'homme, normalement, a sa place, mais finalement, le théâtre va finir par s'effondrer sur l'homme lui-même. Du coup, l'Anthropocène nous incite à penser quoi? Tout d'abord, la fin du dualisme entre l'homme et la nature. Nous ne pouvons plus croire que l'homme est séparé de la nature. L'homme commence à comprendre finalement qu'en modifiant son habitat, il agit sur lui-même et qu'il ne peut prétendre échapper à cet habitat, puisque cet habitat est la condition même de son existence. Et donc, le dualisme homme-nature n'est absolument plus pensable au regard de l'Anthropocène. Et finalement, vous voyez, on commence à penser que la fameuse pensée moderne dont je vous parlais depuis le début en disant l'homme extérieur qui contemple et qui modifie, cette pensée n'est plus possible. Surtout que nous commençons à comprendre que la Terre est un système. Or, justement, le propre d'un système, c'est qu'un système, il a le pouvoir de contrecarrer ou d'amplifier les expressions de certaines de ses parties. C'est ça qui caractérise un système. C'est pourquoi, du coup, l'idée d'une maîtrise du système Terre n'a pas de sens. Ce que nous faisons, nous, en tant qu'hommes, c'est des changements localisés. Et nous ne pouvons absolument pas connaître à l'avance, finalement, les conséquences à distance qui se produiront sur la Terre. Et comme il n'y avait pas de pensée de la modernité sans ce désir de maîtrise, ce qu'on commence à voir, c'est que ce désir de maîtrise nous échappe complètement. Et l'idéologie du progrès qui y était liée a vécu, et aujourd'hui on est plutôt à l'ère du sauf qui peut. Pendant longtemps, l'homme a répondu à tout ce que je viens de dire par ce qu'on appelle la pensée du risque. Donc on a dit, ne vous inquiétez pas, nous maîtrisons le risque. Bon, la société du risque est née d'ailleurs avec la pensée moderne. Pourquoi? Parce qu'auparavant, dans les sociétés traditionnelles dont je vous parlais, les sociétés premières, les individus se protégeaient par la solidarité. C'est-à-dire, nous formons un bloc et tous ensemble nous agirons. Avec la société moderne du contrat social, dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle de Hobbes, finalement, la liberté de chacun est garantie non plus par le groupe ou la tribu, mais par le contrat passé avec les individus. Voilà. Donc c'est un contrat entre individus qui garantit le risque. Et la deuxième condition de cette société du risque, c'est aussi la monnaie, l'argent. Il faut qu'un équivalent financier puisse se substituer à ce qui a été détruit. Donc on nous dit, pas de risque, ne vous inquiétez pas, même si ça se dégrade, l'individu sera protégé et il aura de l'argent pour rembourser les dégâts. Donc cette société du risque, elle repose sur le contrat et la compensation financière. Sauf que, si on réfléchit bien, ce mécanisme n'a de sens que s'il affecte uniquement une partie de la société, et non pas tous ses membres. Sans quoi, finalement, il ne peut absolument plus être efficient économiquement. Qui va payer si tout le monde a besoin d'être remboursé? Donc, ce qui pose problème, c'est que justement l'Anthropocène ne relève plus du risque auquel on pensait au XVIIIe siècle. Elle est un risque aujourd'hui global. Il n'est plus question d'aléas isolés contre lesquels nous pourrions nous prémunir. Aucun événement isolé ne peut être finalement tenu même pour responsable du changement total. C'est un changement global. On parle désormais de dommages transcendantaux, c'est-à-dire qu'on dit que nous sommes en train de modifier ce qui fait même le fondement même de notre terre et de notre vie. Autrement dit, vous voyez, on ne peut pas accuser qui que ce soit du risque et on ne peut pas prétendre préserver qui que ce soit et finalement il ne servira à rien de rembourser une société ou une nation ou une terre qui est en train de s'effondrer sur elle-même. Autrement dit, le pari du risque n'a plus de sens. Parce que finalement, on est en train de parier sur quelque chose sur lequel on ne peut parier. C'est l'existence humaine elle-même, l'existence humaine. En gros, on fait un mauvais calcul et on n'a pas compris. On ne parie pas sur l'existence du genre humain. Et en plaçant l'économie, c'est-à-dire le risque finalement, au-dessus de toute chose, nous avons inversé une hiérarchie fondamentale. Nous avons placé le conditionné, parce que l'économie dépend de l'homme, au-dessus de ce qui conditionne l'homme. Or aujourd'hui, c'est l'homme qui risque de disparaître. Et donc, quel sens ça a, si l'homme disparaît, de dire ne vous inquiétez pas, d'autres hommes garantiront votre sécurité.
Autrement dit, même la pensée du risque aujourd'hui s'effondre, c'est-à-dire que ne comptez pas sur une bonne assurance pour effectivement vous préserver contre ça. L'Anthropocène fait aussi apparaître quoi? Fait une rupture aujourd'hui entre les sciences humaines et les sciences exactes. La pensée moderne a cessé de dire les sciences exactes sont celles qui nous permettent de conquérir le monde et le reste n'est pas très utile. En fait, avec l'Anthropocène, on est en train de découvrir qu'on ne peut pas séparer les deux. L'humain est un phénomène naturel et les bouleversements des phénomènes naturels sont humains. Aussi, on ne peut plus repousser les sciences humaines, la politique, la sociologie, en disant que les sciences exactes sont la réponse à tout, et à tous, et à tous les problèmes. Il est temps de revenir à l'implication et l'implication des deux, ce que j'essaie de faire cet après-midi. Et enfin, les querelles autour des solutions sont elles-mêmes en voie de déplacement. Parce que la modernité, elle a vu pendant très longtemps s'affronter ceux qui profitaient d'exploiter la nature, et par opposition, on a mis ce qu'on appelait les écologistes, ceux pour qui la nature était une chose en équilibre que l'homme détruisait. Mais en fait, ces deux pensées, ces deux formes de pensée, étaient les mêmes facettes de la modernité, qui dans les deux cas posaient l'homme extérieur à la nature. D'un côté, un homme qui détruisait la nature, de l'autre, un homme qui disait non, non, la nature c'est formidable, et regardez, elle peut nous servir, et puis nous pouvons la sauver. De même, cette pensée-là, elle est finie. Parce que si l'homme est dans la nature, il ne s'agit même plus de regarder l'extérieur. C'est même plus une écologie. Une biodiversité est au-delà de l'écologie. Et même la querelle entre ce qu'on appelait le biocentrisme, c'est-à-dire des gens qui disaient la nature, finalement, une valeur en soi, une valeur intrinsèque non remplaçable, et ce qu'on appelait l'anthropocentrisme, c'est-à-dire on disait la nature doit être respectée parce qu'on peut la regarder sous différentes valeurs, des valeurs qui ne la détruisent pas, par exemple, on peut l'admirer parce qu'elle est belle, on peut effectivement s'en inquiéter par la science, des services qu'elle nous rend. Ces deux pensées elles-mêmes sont dépassées, car l'homme est menacé et affecté par les changements en cours, et donc il ne peut plus, finalement, ce n'est même plus la question du biocentrisme ou de l'anthropocentrisme, parce que c'est la question globale de la planète en tant qu'unité. Donc, il est temps de changer de paradigme. Nouveau paradigme, ne plus croire en un homme séparé du ensemble, mais comprendre que nous sommes un tout. Alors c'est ce que certains, vous savez, affirment depuis quelques années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le vocabulaire a changé, les gens ne parlent plus de la Terre. Certains disent Gaïa, pour justement dire qu'il faut dépasser le conflit entre les hommes et la nature, et justement entre ce conflit qui dit que la Terre n'est que finalement une marchandise à notre disposition. Ce qu'il s'agit de comprendre aujourd'hui, c'est que la Terre a une unité propre, avec nous dedans, et qu'elle est un système propre, avec sa capacité de résilience, avec nous, justement, qui faisons partie de cette capacité de résilience. Et notamment dans cette pensée du tout, vous savez, là aussi, il ne faut pas en rire, il faut le prendre au sérieux. Vous savez, cette fameuse pensée de Pachamama, la terre-mère, qui figure depuis quelques années dans la constitution bolivienne. Et du coup, ce qu'il nous faut, vous comprenez, c'est construire une nouvelle éthique. C'est-à-dire, il nous faut penser autrement notre rapport au monde. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1949, un homme important, qui s'appelle Aldo Leopold, a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle L'Almanach du Comté des Sables. Et pour la première fois, qu'est-ce que vous surprend, monsieur? Il est mort en 1948 et tu dis qu'il a écrit en 1949. Oui, le livre est paru après. Ah d'accord. En 1949, l'Almanach du Comté des Sables est publié. Et ce texte, voilà, alors Aldo Leopold n'est pas scientifique, c'est un forestier. C'est un homme qui a passé sa vie dans le bois. Et dans ce livre, Aldo Leopold, pour la première fois, dit qu'il appelle l'espèce humaine à se reconnaître comme un membre d'une communauté plus large, celle, dit-il, de toute espèce et de leur écosystème. La reproduction du livre. Et Léopold dit que justement, une chose est juste, faire une chose est juste, quand cette chose tente à préserver l'intégrité, la stabilité ou la beauté de la communauté biotique. Donc, pour la première fois, Aldo Leopold, un homme, alors c'est pas le premier, mais sa pensée a été essentielle, c'est le premier à nous dire nous devons renouer avec notre écosystème. Alors évidemment, il y a des signes aujourd'hui que cette pensée est en train d'émerger. On voit bien, vous savez, on voit aussi ici et là de plus en plus de textes nous appelant à faire attention à la condition animale, à faire aujourd'hui ces universités, effectivement. Cela dit, ce qu'on voit surtout se développer aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait une posture pathocentrée, c'est-à-dire une posture qui nous dit que nous devons respecter les animaux parce qu'ils ont comme nous des sentiments, mais ce ne sont non seulement pas aller
assez loin, mais c'est surtout une pensée étonnante et qui pourrait même être mortifère. Parce que s'il s'agit finalement de ne plus manger les choses qui ont des sentiments, qu'est-ce qui nous arrive si nous commençons à découvrir que les végétaux sont eux-mêmes susceptibles de souffrance? Or, comme vous le savez, on commence à se rendre compte aujourd'hui, et il y avait quelque temps de ça un film passé à Rochefort, on commence à se rendre compte que les arbres communiquent entre eux, et qu'ils sont sensibles entre eux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ne mange plus d'animaux, on ne mange plus d'arbres, on ne mange plus de végétaux. Développer une éthique, ce n'est peut-être pas dire qu'il faut arrêter de faire quoi que ce soit, qu'il faut finalement stopper l'activité humaine. Le respect auquel nous appelle, d'ailleurs vous avez vu là la photo d'Anneau Léopold, il a des arcs, il a un arc, il a un carquois, il est en train de chasser. C'est un forestier. Donc justement, changer de pensée, une nouvelle pensée éthique, c'est bien sûr respecter les données naturelles, mais ça ne doit pas aboutir à un non-agir, à ne plus rien faire. Mais au contraire, sur des règles et modalités d'action avec la nature, en symbiose avec la nature, en étant attentif à ce qu'elle fait. Dominique Bourg, dans un livre qu'il a publié récemment, donne comme exemple, que je trouve frappant, un film de Kurosawa qui s'appelle Dersu Uzala, et qui nous montre un chasseur animiste sibérien qui part à la chasse. Et il part à la chasse parce qu'il faut manger, sinon vous mourrez. Il part effectivement, mais pour satisfaire ses propres et modestes besoins, et tout en chassant, il voue un respect aux animaux. Il laisse toujours de quoi survivre aux autres voyageurs humains, et il révère, il voue un culte au tigre de Sibérie, qui pour lui incarne l'esprit de la forêt, et qui du coup ne peut pas être chassé. Donc vous voyez, c'est cette démarche-là qu'il s'agit de faire. Ne pas dire l'homme qui ne ferait plus rien, l'homme qui ne mangerait plus, l'homme qui n'agirait plus, mais effectivement penser l'homme comme appartenant au tout, et donc sensible dans chacune de ses actions à ce qu'il accomplit. Donc il ne s'agit plus d'essayer de penser de grandes catégories abstraites sorties de notre réflexion, mais plutôt des actions immédiates, en connexion intime avec les éléments, une insertion au sein du vivant, faite de conduites contrastées, dépendantes des circonstances diverses et toujours empreintes de respect pour la nature. Alors, du coup, j'en tire juste une conclusion locale, vous voyez, c'est que justement, penser, ne plus avoir des grandes pensées abstraites, mais plutôt agir immédiatement, ça donne tout son poids à ces universités locales. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, c'est ici, localement, qu'on peut se construire justement ce rapport immédiat avec une nature, parce que nous la connaissons, nous la connaissons, parce que c'est notre nature locale, parce que c'est notre environnement local, et c'est peut-être au niveau local qu'il faut travailler. D'où le sens profond de ces universités inscrites aussi dans un territoire et dans les acteurs territoriaux. Alors du coup, une nouvelle éthique, un nouveau rapport au monde, va modifier aussi fondamentalement notre rapport au droit. Il s'agit de modifier notre rapport au droit. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, le droit moderne n'est conçu qu'en partant de l'individu. C'est l'individu qui est au cœur du projet. Pourquoi? Parce que c'est lui qui agit et transforme la nature et la révèle. Donc dans notre droit moderne, depuis Hobbes, on dit qui est responsable du droit? Celui qui est capable d'agir et de transformer. Et du coup, le critère du droit moderne, c'est la responsabilité. Il faut que, puisque celui qui est important, c'est celui qui peut agir, il faut pouvoir répondre de ses actes, la responsabilité. Et du coup, le droit dit qu'il faut pouvoir répondre de ses actes quand on est mis à la question par les autres. C'est toujours cette idée de liberté négative. Je dois répondre quand les autres autour de moi me menacent, me questionnent, et je dois, en justice, finalement me défendre. Le problème, c'est que quand on interroge les animaux et les plantes, comme vous le savez, eh bien, ils ne répondent pas. Et donc, le droit, depuis Hobbes, exclut les plantes, les animaux et tout le reste du droit. Et le droit ne s'entend qu'entre les hommes et pour les hommes. Et du coup, l'individualisme s'est forgé avec la fiction de l'état de nature, dans le contrat social, avec des individus isolés les uns des autres. Et l'individualisme est né de cette affirmation, finalement, d'un individu complètement hors sol, séparé de tout lignage, de tout sol, de toute communauté. Mais justement, ce que je suis en train de vous montrer, c'est qu'avec la crise que nous traversons, apparaît l'idée que nous appartenons à un système Terre et à des écosystèmes. D'où le lien qu'il y a profondément entre la critique de l'individualisme et la reconnaissance de la dignité du donné naturel. Si nous commençons effectivement à penser, comme je l'écris là, que la Terre est un tout, ce qu'on appellera un monisme, finalement, on commence à sortir de cette logique du droit pour penser à partir de cette unité globale. Qu'est-ce que le droit? Le droit, dans sa définition propre, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Rendre à chacun ce qui lui est dû doit désormais partir d'un donné fondamental, c'est-à-dire l'unité du monde, de la nature et des êtres. Et dès lors, tout ce qui peut attenter ou atteindre cette unité relève de ce qu'on appelle l'injustice. Et ceci
c'est ça qui est étonnant, nous ne le comprenons pas encore, alors que la plupart des peuples premiers, dont je parlais tout à l'heure, l'avaient déjà depuis longtemps bien compris. Et d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est chez les peuples premiers, qui ont un lien d'ailleurs avec Rochefort, c'est par exemple dans les îles Loyauté de la Nouvelle-Calédonie, que pour la première fois en avril 2016, je ne sais pas si vous savez, ont été adoptés, à titre de principe général de leur code de l'environnement, en lien avec les chefs coutumiers, ce qu'on a appelé le principe unitaire de la vie, lequel doit permettre désormais à certains éléments de la nature de se voir reconnaître un statut de sujet de droit. Désormais, les arbres, en Nouvelle-Calédonie, ont un statut de droit. Et même en septembre 2016, la Cour pénale internationale a annoncé son intention d'entrer finalement en matière, donc de commencer à faire des procès pour des crimes liés à la destruction de l'environnement et l'exploitation illégale des ressources naturelles. Sauf que si nous voulons changer notre idée du droit, il faut se demander, dès lors, que peut-on appeler une injustice? Parce que si la justice c'est rendre à chacun ce qu'il est dû, il faut aussi se dire, mais à partir de quel moment est-ce qu'on considère qu'il y a une injustice? Eh bien, il faut partir de cette idée justement du système Terre dans son ensemble. Alors c'est ce que propose par exemple une chercheuse comme Valérie Cabanès, je ne sais pas si vous connaissez, hein, qui la première a défini ce qu'on appelle l'écocide, et qui propose justement, alors l'écocide, je vous donne la définition, c'est un acte de destruction ou d'endommagement important d'un écosystème lié à un facteur anthropique, notamment par l'exploitation excessive de celui-ci, dans le but de subvenir à d'autres processus ou systèmes. Elle veut effectivement punir le crime d'écocide, définir à partir d'une échelle la plus globale possible, à savoir tout ce qui pourrait dégrader l'habitabilité de la Terre, parce que finalement, ceci nous contraint à franchir les limites planétaires. Donc l'idée, c'est que dès lors que des atteintes graves à l'environnement seraient reconnues, et notamment on le fait déjà en temps de guerre, et la Cour pénale internationale reconnaît déjà des crimes contre l'environnement en temps de guerre, eh bien il faudrait l'étendre aussi en temps de paix, effectivement, et considérer que tout ce qui détruit la Terre et conduit à un franchissement des limites planétaires doit être considéré comme un crime. Notamment tout ce qui pourrait détruire l'écosystème terrestre, et le but c'est de protéger la biodiversité et limiter le changement climatique. Alors si on continue, eh bien, on peut du coup, si on continue dans cette pensée, on se rend compte que ce qui devient le premier, ce n'est plus l'individu, mais c'est un patrimoine collectif, celui de la Terre sur laquelle nous sommes. Et donc, on pourrait imaginer un droit du patrimoine collectif de l'humanité. Cette idée que nous sommes dans un système qui est notre condition d'existence et que donc nous n'avons en aucune façon possibilité de détruire. Alors, ce nouveau droit du patrimoine collectif de l'humanité nous protégerait non seulement la Terre, la biodiversité et les systèmes végétaux, mais nous permettrait aussi, en posant l'homme, finalement, de nous protéger contre les attaques portées à l'encontre de notre humanité biologique, notamment celles qui sont en train de prendre place avec la vague transhumaniste, parce que ce nouveau droit du patrimoine collectif de l'humanité nous permettrait de poser une humanité commune, ce qui éviterait que certains scientifiques un peu fous prétendent la diviser en espèces hiérarchisées, ce qui arrivera si nous laissons les plus fortunés enrichir leur généalogie. Alors évidemment, je termine par conséquences politiques. La contestation de l'individualisme possessif a aussi des conséquences politiques, puisque la pensée moderne avait mis en avant finalement l'idée d'individus avant de les opposer dans la liberté négative. Elle a construit une liberté négative qui reposait sur un contrat qui était censé nous prémunir les uns contre les autres. Et elle a donné à l'homme comme seule ambition la domination de la nature. Et la pensée néolibérale, qui est venue, comme vous le savez, couronner tout cela, a réduit finalement notre liberté à la seule liberté de posséder et d'échanger. Voilà d'ailleurs pourquoi le commerce mondial est le maître mot qui désigne, finalement, qui domine toutes les choses. À l'inverse, finalement, en repensant notre rapport à la planète à partir de l'idée de système, eh bien, nous revenons à l'idée de bien commun qui dépasse chaque individu. D'ailleurs, on l'a oublié, mais avant la modernité dont je vous parle ce soir, il existait dans le droit ce qu'on appelait des propriétés feuilletées. C'est-à-dire qu'on admettait qu'un bien puisse appartenir à plusieurs personnes, voire à toute une famille, voire à une communauté, voire à un pays tout entier. Et donc c'est sans doute sur cette idée de notion de commun que nous devons travailler et que nous devons revendiquer. Notamment, on ne comprend plus pourquoi aujourd'hui le droit à la propriété de certains devrait s'opposer à ce commun. On ne comprend plus comment, par exemple, la propriété d'industriels des semences devrait s'opposer finalement à un collectif qui se constituerait pour développer une agriculture
agriculture respectueuse et équitable. La liberté négative dans cet exemple qui a été donnée aux semenciers annihile une nouvelle forme de liberté, une liberté positive des individus paysans. Et vous voyez que l'extension du marché empêche le développement d'actions autonomes de liberté positive. Donc en luttant pour les communs, nous luttons pour une liberté positive de construire avec les autres au sein d'un système global. Et ces communs constituent la condition ménageant à chacun de nous la possibilité même d'un espace propice à l'exercice de notre autonomie individuelle. Il faut renverser le point de vue et ne plus croire que l'individu s'oppose au commun, mais bien comprendre que c'est le commun qui permet à chaque individu de continuer à s'exercer. Conclusion. Est-ce que vous en avez? Conclusion. On entend beaucoup ces derniers temps parler du nouveau monde. Et ce nouveau monde, on le prétend opposé à l'ancien. Sauf que moi aussi je vous parle ce soir du nouveau monde. Mais plus, non pas de cette opposition entre finalement un mandat actuel et les 20 dernières années. Le nouveau monde, je ne crois pas que ce soit la compétition numérique ou la libération des cultures. Je pense que le nouveau monde, c'est celui dont je vais vous parler, c'est finalement échapper à la pensée qui a pris place au moment de la modernité en Occident et qui nous a projetés hors de la nature en nous faisant croire que nous étions là pour la dominer et la maîtriser. Le nouveau monde, il n'est pas devant nous et à construire. Le nouveau monde, c'est le système Terre et sa biodiversité dans lequel nous sommes pleinement inscrits. Le nouveau monde, nous y sommes déjà avec les autres hommes, mais il nous reste à y habiter. Mais pour passer de l'ancien monde au nouveau monde, eh bien, il faut des hommes qui révèlent ce monde aux autres. Et c'est, je crois, Madame la députée, l'ambition de cette université. Et je termine simplement, puisque je vous ai parlé tout à l'heure du livre extraordinaire d'Aldo Leopold, par 3 citations. Vous voyez la boucle bouclée. Un siècle a passé depuis que Darwin nous livra les premières lueurs sur l'origine des espèces. Nous savons à présent ce qu'ignorait avant nous toute la caravane des générations, que l'homme n'est qu'un compagnon voyageur des autres espèces dans l'odyssée de l'évolution. Le progrès, ce n'est pas de faire éclore des routes dans des paysages déjà merveilleux, mais de faire éclore la réceptivité dans des cerveaux humains qui ne le sont pas encore. Ça, ce sont nos universités. Et pour terminer vraiment sur une note de positivité, ce dont la jeunesse a besoin, parce que nous sommes à Rochefort, c'est qu'on lui dise qu'il y a un bateau en construction dans sa propre cale sèche mentale et que ce bateau est destiné à prendre la mer.